En 2025, ce qui m'a le plus marqué dans mes lectures, c'est la façon dont certains sujets se répètent entre les livres. Ils font écho entre eux et abordent différemment le même sujet. Du coup, pour réaliser ce podcast, je me suis dit, pourquoi pas faire une liste de quelques bouquins qui traitent sur ce même thème, et commencer par la problématique qui est et si certaines douleurs que nous portons ne nous appartenaient pas. Je vous dis déjà bonjour, merci de m'écouter. C'est Lisons plus fort, podcast dédié à la littérature où je partage avec vous mes lectures, mes réflexions et surtout mon envie de transmettre. Je vais commencer par un livre de psychologie qui s'appelle Cette douleur n'est pas la mienne de Marco Oline. C'est un livre qui aborde de façon particulière les blessures et la transmission transgénérationnelle. Il explique que certaines souffrances ne viennent pas d'un traumatisme que nous avons vécu consciemment, mais d'événements qui ont marqué profondément notre lignée familiale. En fait, le corps n'oublie pas, ce que tout le monde sait, et il porte parfois des peurs, des symptômes, des réactions qui ne trouvent aucune explication logique dans notre propre histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est que le livre reste très accessible. Il ne noie pas le lecteur dans des termes médicaux ou scientifiques. Il utilise plutôt des exemples concrets, des histoires de vie, des phrases simples et presque intuitives. On comprend du coup que les symptômes ne sont pas des ennemis à faire taire, mais des messagers. Ils sont là pour raconter quelque chose qui n'a jamais été dit. Et j'ai réalisé quelque chose dans cette lecture, c'est que lire ce livre, ce n'est pas chercher un coupable dans le passé, c'est plutôt ouvrir un espace de compréhension pour se libérer de schémas que l'on répète sans cesse et sans connaître l'origine. On peut dire que ce que montre Marco Oline sur le plan psychologique, la littérature le raconte autrement, à travers des destins, des familles, des silences, des héritages. Et pour le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est justement un roman. C'est un livre très populaire sur la sphère Bookstagram. Il y a aussi une adaptation au cinéma que je n'ai pas encore vue, que je compte voir. Je compte aussi faire une relecture en version originale. Et ce livre s'agit de Normal People de Sally Rooney. L'histoire se passe à Dublin. Marianne et Connell sont deux adolescents et la relation qui se crée entre eux est complexe, changeante. Elle évolue petit à petit à travers différentes phases de leur vie. Et ce que j'ai aimé dans cette romance, c'est la façon dont Sally Rooney dépeint l'amour contemporain et avec précision. Il y a les interactions numériques, le contexte social et politique, et en fait tout est là bien ancré dans le réel. D'ailleurs, j'ai envie de parler des deux personnages principaux. Ce qui m'a marqué, alors le personnage qui m'a beaucoup plu déjà, c'est Marianne. C'est pas seulement parce qu'elle souffre, mais parce que sa souffrance est silencieuse. Elle est intégrée et presque normalisée. On dirait qu'elle banalise certains de ses états. Elle a grandi dans un environnement familial toxique, marqué par une mère froide et un frère très violent. Et cette violence, elle devient peu à peu une forme de langue qu'elle parle sans s'en rendre compte. Elle ne se définit pas directement comme une victime, au contraire, elle semble souvent accepter et voire rechercher des situations où elle s'efface. Elle se met en danger ou bien elle se laisse maltraiter. Et ce que le roman montre avec beaucoup de finesse, c'est que le traumatisme ne se manifeste pas toujours par des cris ou des ruptures visibles. C'est parfois une forme d'autodestruction discrète. C'est des choix rationnels qui répètent l'abandon, une difficulté à poser des limites, une confusion entre l'amour et la douleur. Et chez Marianne, la transmission du traumatisme passe justement par le corps, par le rapport à l'autre, par une manière d'exister qui semble dire « c'est comme ça que je mérite d'être aimée », parce que c'est comme ça qu'on m'a fait découvrir l'amour, c'est comme ça qu'on m'a traité, c'est comme ça qu'on m'a fait croire que je peux être aimée. Et avec Connell, c'est assez différent.
Disant qu'ils sont un petit peu opposés sur la question, Connell, lui aussi, porte justement une forme de rupture intérieure. Il n'a pas grandi dans la violence, il a une mère aimante, mais il y a chez lui une forme d'absence, un vide, quelque chose de non nommé, une difficulté à se sentir légitime, à trouver sa place et à exprimer ce qu'il ressent vraiment. Là où Marianne, justement, intériorise la violence, en fait, Connell intériorise le silence. Et Sally Rooney montre alors que le traumatisme familial ne prend pas une seule forme. Il peut naître d'un excès, comme un manque, et que ces blessures invisibles façonnent profondément la manière dont on aime, dont on se relie aux autres et dont on se perçoit soi-même. Et quelque part, je fais un petit peu le lien avec le premier bouquin, bien sûr. Quelque part, Sally Rooney nous rappelle que le traumatisme familial ne se transmet pas toujours par des événements spectaculaires. C'est souvent par des schémas invisibles, profondément ancrés dans le quotidien et qui conditionnent nos relations et notre rapport avec nous-mêmes. Le troisième livre de cette sélection, c'est encore un livre très populaire sur Bookstagram, très lu et majoritairement apprécié. Le seul bémol, c'est que c'est trop court et il s'agit du Soleil d'Escorta, de Laurent Godet. Ça a été ma première découverte de cet auteur et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment comme lire une sorte du film Le Parrain, mais en une version moins violente, moins agressive et j'ai vraiment adoré ça. Le Soleil d'Escorta raconte l'histoire d'une famille marquée dès son origine par la violence et l'exclusion, et tout se passe dans un village au sud de l'Italie. Le roman s'ouvre déjà sur une scène fondatrice. Le personnage principal est l'ancêtre de la lignée des Scorta. Luciano Mascalzone est un homme rejeté par son village. Il revient après des années d'absence avec un désir de reconnaissance et il est animé par la colère. Et cette première partie, il va agir d'une certaine façon à ce que ses fautes originelles deviennent comme une sorte de continuation à travers les générations qui vont suivre. Et parmi les choses que j'ai adorées dans ce bouquin, c'est que en dépit du drame, en dépit du thème très sombre, il y a une très belle atmosphère dans le livre. Déjà, je pense que c'est assez métaphorique en vue du titre Le Soleil d'Escorta. Il y a justement une sensation de soleil écrasant de l'Italie, des oliviers, des paysages ruraux. J'ai vraiment eu l'impression de revoir quelques scènes du Parrain, de très belles scènes de la campagne de l'Italie. Et c'est justement ce qui a fait que j'ai accroché dans ce livre. Il y a de très belles descriptions. Et il y a aussi cette dimension minérale et immobile, je dirais. Une lumière constante qui contraste avec la dureté des destins racontés. Le Soleil d'Escorta est aussi souvent perçu comme un roman fataliste, mais pas pour moi, enfin je l'ai pas lu de cette manière. Il y a plus une invitation à réfléchir au récit et aux blessures inavouées qui conditionnent les familles. Et c'est justement ce qui m'a fait beaucoup penser à cette idée de Carl Jung qui dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Et le Soleil d'Escorta vient justement montrer comment une violence initiale non questionnée continue de se transmettre et d'orienter une vie, jusqu'à ce que quelqu'un, peut-être, commence à prendre conscience. Et cette conclusion vient justement comme un fil connecteur avec le quatrième et dernier livre de cette série de bouquins. C'est une autobiographie de Delphine de Vigan et il s'agit de Rien ne se pose à la nuit. C'est un livre consacré à la mère de l'autrice, Lucille, qui a été profondément marquée par des traumatismes familiaux, par la maladie psychique et aussi
des traumatismes longtemps enfouis. Et c'est à travers une enquête intime qui mêle souvenirs, témoignages et archives familiales que Delphine de Vigan va tenter de comprendre l'histoire de sa mère et ce qui l'a conduite à une profonde fragilité mentale. Alors, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est la manière presque froide, voire dérangeante de l'autrice à parler de sa mère. Il y a comme une distance assumée, comme si l'autrice refusait toute tentative d'adoucissement ou bien d'idéalisation. Mais c'est aussi cette retenue émotionnelle qui donne sa force au récit. Elle évite d'en dire trop et elle laisse au lecteur la responsabilité de ressentir. C'est toujours un livre qui parle de transmission, mais on parle beaucoup plus de l'écriture qui devient à la fois un acte de compréhension et de mise à distance. Delphine de Vigan donc crée une sorte d'espace entre elle et sa mère, comme si l'écriture devenait une frontière nécessaire pour pouvoir regarder une vérité trop difficile en face, et la regarder sans s'y perdre. Et d'ailleurs, comprendre une vérité difficile qui ne veut pas dire adoucir ou bien excuser. Ça signifie surtout nommer ce qui est tu et ne plus laisser le traumatisme agir en silence. Et au final, quand je réunis un petit peu ces lectures, je réalise que l'écriture ne guérit pas forcément les traumatismes familiaux, mais elle leur donne une voix, elle transforme le silence en récit et le poids de l'héritage en matière à penser. Et c'est peut-être là que commence la véritable liberté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser votre avis si vous avez aussi lu un de ces bouquins, et je vous remercie de m'avoir écouté.